Bonjour chers auditeurs, alors je suis ravie de vous retrouver pour la deuxième fois de la journée en direct, il est 17h et j'ai le plaisir d'avoir en face de moi, donc pour la deuxième fois dans ce studio, Maria Dolores Sanchez. Bonjour Maria. Bonjour Nathalie. Comment vas-tu? Oh très bien, et toi? Très très bien, c'est un vrai plaisir de te retrouver. Et Moi moi, c'est aussi. comme tous les moments de joie de ma journée sont ponctués par ces interventions radio, par le fait d'arriver dans ce studio, de prendre le micro. Tu vois, je me sens jamais autant moi-même que quand je suis là dans ce studio. Donc, Merveilleux. il y a une dimension de bien-être qui est immédiate. Donc merci en tout cas d'être là, Maria. C'était un vrai plaisir déjà de partager notre première émission qu'on invite d'ailleurs à réécouter. Donc c'était Voyage au pays des aïeux, qui faisait référence à un ouvrage que tu as publié aux éditions Jouvence, Oui. donc que les auditeurs peuvent toujours se procurer. Donc l'idée d'aujourd'hui, c'est qu'on est ensemble pendant 3/4 d'heure à l'antenne. Et puis, chers auditeurs, si vous avez des questions à nous poser autour de la psychogénéalogie, voilà, Maria se fera un plaisir de vous répondre. Absolument. Donc on attend vos messages par téléphone, par écrit, voilà pour les plus timides d'entre vous. N'hésitez pas aussi à nous laisser quelques messages. Oui, oui. Alors Maria, avant d'avoir le standard de la radio super prix, voilà, je vais moi avoir la chance de te poser quelques questions. Donc on avait parlé pas mal de la psychogénéalogie, on n'était peut-être pas rentré dans le détail. Je voulais savoir finalement dans quel domaine de vie se répercutent les problématiques qui ont eu lieu dans la généalogie et au niveau des aïeux. Oh, c'est des problèmes de vie, enfin des domaines de vie, je dirais, classiques. Le tout, c'est de repérer les répétitions qui ont lieu pour une personne et où elle en a plus que marre de voir ce problème se représenter à nouveau. Donc les domaines de vie, ça peut être le travail, ça peut être les amours, ça peut être la famille, ça peut être la santé aussi. Et où on n'arrive pas à résoudre, quoi. Ça colle à la peau, c'est quelque chose qui revient et où la personne se dit j'en ai plus qu'assez, quoi. Donc l'alerte, en tout cas, c'est le fait que ça se répète. Oui. On soit dans une répétition de schémas. Oui, alors soit pour soi-même, c'est-à-dire ça fait 30 ans qu'on a toujours le même problème qui revient, qu'on n'arrive pas à résoudre, soit c'est un problème que l'on vit pour la première fois, mais qu'on a déjà remarqué chez notre mère ou notre père, par exemple, qui lui-même avait remarqué aussi chez son propre parent, et où on se dit quand même ça fait un peu beaucoup, quoi. On est trois dans la famille, dans la même lignée, à avoir vécu la même chose. Si on a la chance d'avoir des enfants et que par bonheur ils répètent aussi la même problématique, alors là on se dit c'est la totale, il y en a ras-le-bol, il en faut un qui fasse le travail, parce que sinon c'est sans fin, quoi. Donc on rappelle que si une personne effectue le travail sur la lignée, cela permet de libérer tous les autres, Oui. sans qu'il n'ait rien à faire, tranquille. Ah, les autres, ils n'ont même pas besoin de savoir que tu as fait le travail, ça c'est certain, oui. C'est ça qui est formidable, c'est la seule discipline qui permet cela. Parce que toutes les disciplines sont intéressantes en soi, la kinésiologie, la psychothérapie, bon, toutes les disciplines sont intéressantes, mais elles vont traiter à chaque fois l'individu qui se fait traiter par cette discipline. La psychogénéalogie, l'individu qui vient, il est porteur de plusieurs mémoires familiales, et c'est un chaînon, en fait. C'est un chaînon dans toute une chaîne. C'est un maillon dans toute une chaîne qui relie plusieurs personnes. Et tous sont attachés au même problème source au départ. Donc, quel que soit le maillon de la chaîne qui traite cette libération, qui coupe la source et qui règle le problème, eh bien, tous ceux qui étaient reliés par la même problématique sont libérés dans le même temps. C'est vraiment comme si tous en étaient reliés par des élastiques, mais où tous ces élastiques convergent au même endroit sur une personne, un aïeul à X générations de là. Il y en a un qui remonte, il coupe les élastiques en guérissant l'aïeul en question. À partir de là, tous ceux qui étaient attachés par cet élastique sont libérés. Et ça, c'est formidable parce qu'on peut le mesurer. Enfin, j'ai pas mal de patients qui m'ont dit avoir mesuré au dernier entretien, qui m'ont dit que déjà pour eux-mêmes, ils étaient libérés, mais qu'ils avaient remarqué la même chose chez un cousin, une cousine, un frère, une sœur, un enfant, enfin bon, et où les autres ne savaient pas que la personne avait libéré le problème. C'est vrai qu'encore une fois, et puis je vais donner cet exemple qui m'est très personnel, mais moi en ayant travaillé sur ma lignée de femmes, et je crois que je t'en avais parlé, Oui, voilà, oui. ma mère, quelques mois plus tard, est tombée amoureuse, donc voilà, il y avait vraiment des problématiques au niveau de la sphère sentimentale Oui. chez les femmes de la famille, donc ouais, non, mais c'est complètement magique, et puis c'est beau de voir qu'on a pu libérer les choses pour d'autres, même si on le ressent pas à sa propre échelle. Bien sûr. Par contre, c'est dommage, c'est que tu n'aies pas travaillé sur la lignée paternelle. Ah, il y a du travail en plus. Mais c'est pas un problème. Voilà, non mais je laisse des petites choses en fait, on va pas tout faire en même temps quand même. T'as raison. Alors tout à l'heure je t'ai posé cette question, est-ce que finalement tout le monde devrait effectuer un travail en psychogénéalogie à un moment dans son parcours ?
Oui, dans la mesure où il y a cette fameuse répétition que la personne remarque, hein, ou alors le fait qu'elle n'arrive pas à résoudre ce problème, elle peut l'avoir soulagé, elle peut l'avoir contenu de diverses manières, par elle-même ou par d'autres professionnels, mais c'est toujours là. Alors dans ce cas-là, oui. Je t'ai répondu aussi que des fois, c'est juste dans la sphère éducation parentale où se situe le problème. Il y a des désordres, il y a des conséquences négatives à une certaine éducation parentale, et la personne en subit les conséquences. Bon, il suffit qu'elle travaille sur son père, sa mère, et à partir de là, le problème se résout. Mais des fois, il suffit d'aller voir un oncle, une tante, et le problème se résout aussi parce que l'oncle, la tante a révélé certains secrets ou la chose qui était essentielle pour la personne. Dans ces cas-là, il n'y a pas besoin de faire un travail en psychogénéalogie puisque ça s'est résolu d'emblée. Donc c'est vraiment dans l'hypothèse où la personne peut accéder à certains renseignements, à certains secrets de famille. Est-ce que dans la révélation, le problème s'efface? Non, pas toujours. Ça serait Oui, trop c'est facile. ça. Oui, exactement. Des fois, oui, tout dépend de l'état de conscience de la personne, et des fois, non. C'est-à-dire qu'elle se dit, waouh, ça c'est arrivé, mince, mais le problème est toujours là. Bon, bah, c'est qu'il faut vraiment aller encore au-delà, il faut encore utiliser d'autres techniques. Alors dans ce cas-là, la psychogénéalogie est formidable. Oui, elle est Parce que ça, d'ailleurs, et puis tu me crées une transition en or, finalement, j'avais une collègue qui m'a laissé une question pour toi, parce qu'elle vient d'apprendre justement un drame dans sa famille, et donc il n'y a pas de problème encore incarné, on peut dire ça comme ça. Elle n'avait pas remarqué dans sa vie qu'il y avait quelque chose, mais elle a appris qu'il s'était passé un drame absolument incroyable, et donc elle se demande si elle doit pas justement tout de suite effectuer un travail en psychogénéalogie. Pourquoi pas? Est-ce qu'il faut le sentir aussi, finalement, Maria? Oui. Je dirais, d'une part, déjà, il faut avoir le feeling avec le thérapeute. Ça, c'est clair, mais pour n'importe quelle thérapie. C'est pas donné à la psychogénéalogie uniquement. Il faut se sentir en confiance avec le thérapeute avec lequel on va travailler. Ça, c'est une chose. Ensuite, en psychogénéalogie, d'autant plus parce qu'on atteint l'intime. On atteint le cœur de l'être. Et le cœur de l'être, c'est parce qu'on remonte vraiment dans ses mémoires cellulaires et dont elle ignore le contenu. Donc, il faut vraiment faire confiance. En plus, avec moi, on travaille en hypnose, hypnose ericksonienne. Donc, il faut vraiment me faire confiance. Et bon, jusqu'à présent, il n'y a pas de souci. Ça se passe très bien. Mais il faut vraiment que la personne soit consciente de son problème, consciente qu'elle ait envie de le résoudre et qu'elle fasse confiance à la discipline au thérapeute. Ça, c'est essentiel. C'est ça, parce que même si tu es une extraordinaire thérapeute, bien sûr. Eh bien, il y a forcément des gens avec qui ça va coller et d'autres moins. Oui, bah, bien sûr. Et ça, c'est la vie, c'est l'humain. Oui, bien sûr. Alors justement, tu nous parlais de ce travail d'hypnose. Est-ce qu'on peut y revenir? Est-ce que tu peux un peu nous expliquer plus en détail comment se déroule une séance de psychogénéalogie? Bien, moi, j'ai besoin de 4 séances. Donc en fait, la première, c'est j'écoute la personne, je l'interroge. Je prends connaissance de l'ambiance familiale en général et dans le détail. Je dessine un arbre pour moi-même avec les éléments dont elle dispose, parce que des fois, ils n'ont pas toujours tous les éléments non plus. Et on se met d'accord sur ce qui est à défaire de manière définitive et qu'on n'y revienne plus. Donc ça, c'est la cible du travail, c'est l'objectif. Avec cet objectif, on va se revoir ensuite 2 fois, et ces 2 fois-là, ça sera sous hypnose. 2 fois parce qu'on traite de la branche paternelle et on traite de la branche maternelle. Systématiquement, je fais les 2 sur la problématique qu'on a définie à la première séance. Et dans ces séances d'hypnose, on retrouve l'histoire d'origine chez l'aïeul, et on en défait l'impact par un procédé énergétique que je permets de faire aux patients pour guérir en fait l'émotion qui reste, le résidu émotionnel qui reste de cette histoire. Ce qui fait que dans ces 2 séances sous hypnose, la personne elle a accès à l'histoire, intellectuellement elle comprend ce qui s'est passé, les tenants et les aboutissants jusqu'à elle-même, et en plus elle en guérit l'émotionnel. Donc on se revoit ensuite une 4e fois, c'est toujours à 1 mois d'intervalle, on se revoit ensuite une 4e fois, pour un point bilan, c'est-à-dire qu'on évalue toutes les 2 où en est la personne par rapport à la problématique du départ. Est-ce que c'est totalement résolu? On va dire qu'à peu près, dans mes statistiques personnelles, à 80%, c'est totalement résolu. Bon, dans ce cas-là, le suivi s'arrête automatiquement. Est-ce que c'est résolu en grande partie, mais il reste encore un petit résidu? Bon, dans ce cas-là, suivant le résidu à traiter, la petite chose, je redonne encore des actes symboliques, un travail à faire, et on se revoit une 5e fois. Moi, il faut que j'entende à la dernière séance que la personne me dise « c'est terminé ». Voilà. Là, je suis contente, j'ai fait mon travail.
Et que ce soit visible dans sa vie, en fait, qu'il y ait des choses qui aient changé. Qu'il y ait des preuves, hein, bien sûr. Je demande des preuves. Oui, parce que sinon, finalement, comment savoir si c'est résolu tant qu'il n'y a pas eu l'arrêt de ce schéma ou une prise de conscience ou je sais pas. En fait, les gens sont transformés, mais est-ce que finalement ils se sont aussi éveillés à la vraie partie d'eux-mêmes, à leur essence profonde en effectuant ce travail-là? Oui, il y a vraiment des profonds changements qui s'instaurent et qui sont très agréables à évaluer. Parce que la personne peut venir, par exemple, hein, pour un problème financier. Je gagne bien ma vie, j'ai un bon travail, mais le 10 du mois, je suis toujours à découvert, je sais pas du tout comment je fais, et mon banquier, c'est vraiment pas mon copain, quoi, parce que chaque fois... C'est moi, ça. Mais écoutez, vous avez Sauf mon que adresse. ma banquière, c'est ma copine. Mais c'est justement pour ça que le 10 du mois. Bref. Voilà, c'était un exemple purement fictif. Donc voilà, j'ai ce travail, cet argent, mais le 10 du mois, je suis à découvert et je sais pas du tout comment faire. Bon, à partir de là, on va faire ce travail-là ensemble avec la personne. À la fin, moi, ce que je veux entendre, c'est la première fois de ma vie que le 12 du mois, j'ai encore de l'argent. Et même le 30, wow. J'en ai encore. Voilà. Ouais. Ça, c'est ce que je veux entendre. Mais c'est que ça va beaucoup plus loin. C'est pas seulement ça. C'est que même dans ce schéma qui est purement financier, matériel, pour la personne, elle le ressent vraiment comme une délivrance. De se dire, j'ai le droit de garder de l'argent. C'est le fruit de mon travail. C'est ma valeur aussi. C'est ce qui me reste de tout ce que j'ai donné, si on peut appeler ça donner, à mon employeur, dans mes 8 heures par jour de travail, etc. Il me reste encore ça pour mon plaisir. Me payer un resto, aller au cinéma, m'acheter une robe si je suis une femme, ou autre chose pour un homme, etc. Mais... Une robe pour un homme, hein, pourquoi pas, on est très ouvert. Bien sûr. Donc, oui, c'est vrai que, mais oui, ça dévoile toujours des choses quand même bien plus profondes, évidemment. Évidemment. Et là, il y a une vraie transformation intérieure de la personne, parce qu'elle se sent enfin autorisée à vivre, par exemple, tout simplement. Parce que quand on commence à avoir le 8 ou le 9 du mois, la peur de recevoir le coup de fil, toujours du même, qui râle parce qu'il y a le découvert, etc., ça finit par devenir empoisonnant. Les histoires d'argent sont empoisonnantes. Mais comme les histoires de manque d'amour, c'est pareil. Le désamour, c'est empoisonnant et ça finit par devenir obsessionnel à un moment donné. Ne pas avoir d'enfants, ne pas réussir à en obtenir, ça devient obsessionnel aussi à un moment donné. Donc tout ce qui est répétitif et qui colle à la peau devient obsessionnel. Alors imaginez quand on vous en libère, mais c'est une révolution chez l'individu. Non mais c'est clair. Non mais même dans la sphère sentimentale, comme tu le cites, pouvoir se donner la liberté de choisir l'homme ou la femme, mais pleinement, avec laquelle on a envie d'être, et pas de suivre un schéma qui nous a été imposé. Ça c'est magique. C'est absolument magique. Et puis finalement, l'amour fait partie de nos vies à tous, et on sait à quel point on en a besoin. Par rapport aux enfants, est-ce que justement dans des problématiques de je n'arrive pas à enfanter, la psychogénéalogie a fait ses preuves entre guillemets? Oui. Moi j'ai eu en l'espace d'une quinzaine d'années, je ne saurais pas te dire si c'est 12 ou 13 femmes qui sont venues me voir. C'est à peu près ça. Hein. Sont venues me voir parce que, on va dire que mécaniquement, au niveau santé, tout allait bien pour elles. Leur partenaire également. D'un point de vue médical, tout roulait, mais ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Donc les médecins finissaient par dire à la femme, bon c'est nerveux quoi, hein, vous arrêtez d'y penser puis ça va venir tout seul. Bon ça c'est les médecins. Ouais. On arrête de penser au problème. C'est facile. Donc elles venaient me voir parce que elles en pouvaient plus quoi. Elles disaient moi j'en ai marre, j'aime mon mari, je suis bien avec mon partenaire, je voudrais avoir un enfant, mais qu'est-ce qui se passe? Alors que normalement tout va bien. Je ne prends pas évidemment de contraceptif. Et dans ce cas-là, je leur ai fait un suivi. Mais vraiment, il y en a où dès la première séance sous hypnose, dans les jours qui ont suivi, elles sont tombées enceintes. Oh, wow. Et d'autres, c'était à la deuxième séance sous hypnose ou dans les jours qui ont suivi. Il y en a même une, elle m'a fait ça le lendemain. Donc elle était pressée de rentrer chez elle et d'essayer. Après la séance. Carrément. Histoire de tester. Je demande des preuves en même temps, donc que ça a marché. C'était le bon Allô truc. Chérie, on va s'y mettre. Écoute, prépare-toi. Oui, donc c'est génial. J'ai eu quelques photos comme ça de bébés qui m'ont été envoyées avec des parents radieux, avec des séances très très chouettes. Donc ça c'est formidable, hein, parce que c'est donner cette possibilité à un couple d'avoir un enfant, un couple qui s'aime où tout est là, quoi. Il y a la chambre qui est prête, il y a la maison, il y a l'accueil, tout est là, mais c'est un bonheur qui ne leur arrive pas. Donc en psychogénéalogie, on trouve des mémoires de femmes qui sont mortes en couche, par exemple.
Et plusieurs femmes sont mortes en couche, elles ont juste le temps de donner le jour à une petite fille, mais qui elle-même, quand elle enfantera, va mourir en donnant le jour à une petite fille, etc. Donc arrivé à 3, 4 générations, mais qu'est-ce que vous voulez, le mot d'ordre de ces femmes dans l'esprit, si vous voulez, si tu veux, dans la mémoire, c'est de dire aux survivantes, si vous voulez vivre vieille et élever peut-être vos enfants, mais les enfants des autres surtout, n'ayez pas d'enfants. Parce que si vous avez un enfant, vous allez mourir. Donc Oui, c'est dans la vivre mémoire. dans la mémoire. Donc c'est vivre sans enfant Mhm. ou c'est avoir un enfant et mourir. Donc il y a un choix cornélien et terrible à faire. Et voilà ce qui se passe. Donc pour ces femmes-là qui sont, comme je te le dis mécaniquement et au niveau de la santé, tout à fait saines et normalement constituées, on va dire, elles ne pouvaient toujours pas avoir d'enfants parce qu'il y avait cette mémoire qui bloquait. Donc dans ces cas-là, on remonte sous hypnose, on met en paix ces femmes qui ont donné le jour tout en mourant, on les met en paix et à partir de là, la descendante d'aujourd'hui est autorisée à avoir un enfant. Ça, c'est un cas de figure, hein. Mais il y a eu tout un tas d'autres histoires que j'ai trouvées qui ne relevaient pas de femmes mortes en couche, mais qui relevaient d'autres choses. Et la descendante était interdite d'avoir un enfant. Est-ce qu'il y a des grandes problématiques que tu retrouves en commun chez plusieurs personnes, à savoir voilà, les problématiques de mort en couche, d'inceste? Est-ce qu'il y a des choses qui marquent profondément et que tu retrouves assez régulièrement les différents passés familiaux des personnes que tu as? Oui, oui. Alors, l'histoire d'inceste, oui, bien évidemment, c'est malheureusement un cas commun, on va dire. Alors, quelle que soit la culture, la religion, c'est quelque chose de malheureusement commun dans l'humanité, quoi. Donc ça, on retrouve souvent des cas d'inceste dans les familles, qui aujourd'hui prennent la forme d'un inceste symbolique. L'inceste symbolique, c'est tout ce qui constitue l'inceste, mais sans le sexe. Voilà. Donc quand on remonte la mémoire familiale, on tombe sur l'inceste sexuel, et qui a eu lieu véritablement. D'accord. Et l'inceste symbolique, ça peut se traduire par quoi? Ça va peut-être te parler parce qu'on retrouve ça beaucoup dans le bassin méditerranéen où il y a des cultures comme ça très patriarcales. Dans l'inceste symbolique, on doit tout faire comme les parents ou comme la famille, c'est-à-dire choisir le même métier que papa ou que maman, par exemple. Donc c'est toutes les lignées de notaires, toutes les lignées d'institutrices. D'accord. On devient performant parce que on est issu d'une lignée d'un métier. Donc on doit faire le même métier que papa ou que maman, on doit habiter le même quartier pour pas s'éloigner, on doit choisir le même genre de conjoint. Si on est un homme, la conjointe va ressembler à sa mère. Si on est une femme, le conjoint va ressembler à son père. Donc choisir le même genre d'individu que le couple parental, en fait, pour se marier. Si on a des enfants, eh bien forcément les enfants vont être élevés par les grands-parents. Et etc. Et donc, si on part en vacances, il vaut mieux que ce soit dans la maison familiale. Et il y a tout un tas de comportements comme ça qui sont limités à la sphère familiale et où on n'aime pas que le jeune, mais le jeune il peut avoir 50 ans, ouais. Fasse de lui-même, qu'il change de carrière par exemple, qu'il décide de faire un autre métier, qu'il décide de divorcer alors que ça ne s'est jamais fait dans la famille, ce genre de choses. Là, ça explose la cellule. Tant qu'on obéit, on est dans un mode de vie, un mode de pensée incestueux, symbolique. Voilà. D'accord. Et on retrouve ça, c'est ce qu'on appelle les traditions familiales, tout simplement. Oui. Par tradition, on va choisir le même métier, on va choisir le même genre de conjoint, on va choisir le même genre de prénom pour nos enfants quand on en a, etc., etc. Mais les personnes le font de manière totalement inconsciente, c'est-à-dire qu'elles suivent ce modèle familial. Mais comment dire oui, sans finalement. Est-ce qu'elles pensent un instant à changer la donne ou est-ce qu'elles ne peuvent pas parce que malgré elles? Il y a les deux, mon général. Il y a les personnes qui sont conscientes à un moment donné d'un mal-être parce qu'elles se sont oubliées, en fait. Elles ont fait la filière scolaire qu'avaient réclamé les parents, elles ont fait le métier qu'avaient exigé les parents. Des fois, elles ont été embauchées dans l'entreprise familiale. Enfin bon, et elles s'aperçoivent à 40 ans qu'elles étouffent. Donc elles peuvent développer de l'asthme, par exemple, des problématiques de santé profondes ou des angines à répétition, et parce qu'elles n'arrivent pas à dire je voudrais faire autrement, papa, maman. Ouais. Laissez-moi respirer. Ça, elles n'arrivent pas à le dire. Donc du coup, elles vont somatiser. Elles vont développer des maladies là-dessus. Donc soit la personne est consciente à un moment donné que ça, c'est plus possible. Stop, on arrête. Il faut que je change de vie, sinon je meurs. Et dans ce cas-là, c'est douloureux. Il faut qu'elle en passe par une thérapie.
par hasard la psychogénéalogie, mais bon, ça c'est pour trouver les mémoires incestueuses. Mais sinon, elle peut faire une psychothérapie classique qui révèle ce genre d'emprise familiale autour de la personne et où il faut qu'elle s'en aille pour vivre, en fait. Est-ce qu'avec le travail en psychogénéalogie, ça libère aussi les parents qui finalement font perdurer ce schéma-là? Oui, c'est ce que j'allais te dire, c'est qu'il y a la personne qui est consciente et donc qui va faire ce travail, et puis il y a la personne qui n'est pas consciente de toute cette emprise familiale, mais qui se sent ce mal-être en même temps. Donc elle ne sait pas du tout comment faire, elle est perdue. Donc le fait qu'elle fasse un travail en psychogénéalogie parce que quelqu'un lui a conseillé de le faire, elle va se libérer elle-même, elle va savoir se positionner dans la vie, alors du coup gagner en assurance. Bien entendu, ça va bien au-delà de je veux vivre ma vie, je veux respirer. Elle va gagner en assurance, elle va gagner en affirmation, elle va prendre sa place dans la famille, ce qui est extrêmement important. Et même en dehors de la famille, elle peut exister. C'est quelque chose qui va être merveilleux pour cette personne, c'est de découvrir l'inconnu, de découvrir l'étranger et ne pas rester dans la sphère familiale. Mais ça va libérer également le père, la mère, les grands-parents, etc. Tous ceux qui étaient reliés par la lignée verticale, c'est ça? Ouais. Je comprends toujours le vertical, l'horizontal. Vertical, c'est ça. Les deux lignées verticales, ça va libérer tous ceux qui étaient reliés par cette mémoire incestueuse, oui. Et on note que non seulement la personne que j'ai suivie en direct va se sentir totalement libre et sûre d'elle et va gagner en affirmation d'elle-même, mais elle note également que le rapport qu'elle avait avec ses parents ou ses grands-parents s'est nettement assoupli après. Et oui, parce que tout le monde a été libéré. Les parents, même ne sachant pas ce qu'a fait l'enfant pour libérer la mémoire, se sentent beaucoup moins enfermés dans un mode de pensée. Oui, j'aime beaucoup et je relève dans ce que tu disais, l'aspect de prendre sa place. Est-ce que finalement un des objectifs de la psychogénéalogie, c'est pas de permettre aux gens justement de prendre leur vraie place dans la vie, dans leur vie? Bien sûr, ça c'est formidable. C'est formidable. C'est pour ça que j'en reviens à ce que tu disais au début de l'émission. C'est un travail en psychogénéalogie, mais ça va bien au-delà des transformations que peut vivre une personne. Elle vient pour un problème et en réalité, c'est une personnalité qui va se développer après. C'est trop beau. Je sais. Alors Maria, on a une question donc de Peggy, ma chère Peggy, que j'embrasse très fort. Alors elle a fait des séances de kinésiologie. Il lui semble retrouver quelques similarités. Les deux pratiques sont-elles comparables? Comparable, oui et non. Oui, parce qu'on est dans le non conventionnel, dans les médecines non conventionnelles. La kinésiologie traite aussi des mémoires familiales. Simplement, de ce que j'en sais, mais je peux me tromper là-dessus parce que je n'ai pas suivi d'études kinésiologiques, c'est parce que je connais des kinésiologues que je le dis, de ce que j'en sais, ils ne vont pas retrouver les histoires, ils ne vont pas les traiter. Ils travaillent avec le corps, les réflexes, le test musculaire, et ils vont corriger, c'est ce qu'ils disent, hein, ils vont corriger comme ça des énergies pour que ça recircule mieux. Mais ils ne vont pas aller, donc intellectuellement, si tu veux, on n'est pas dans le même travail, pas dans la même recherche qu'en psychogénéalogie. Moi, je sais pas, je méconnais un petit peu la kinésio, mais j'avais l'impression que c'était une manière de se rendre compte des substances qui nous font du mal, des aliments, des métaux lourds, des choses qui nous perturbent en fait physiologiquement. Oui, je n'avais même pas conscience que ça pouvait permettre aussi de libérer d'anciennes mémoires. Si, mais pas que, puisque ça va aussi dans les mémoires de vie antérieure, la kinésiologie. D'accord. Bon, ce qu'on fera, c'est qu'on invitera un kinésiologue pour en Par discuter. exemple. C'est vrai qu'on n'a jamais beaucoup parlé de kinésiologie sur Radio Médecine Douce. Moi, c'est jamais quelque chose qui m'a beaucoup éveillé ma curiosité, mais bon, en même temps, on est censé un petit peu montrer une pluridisciplinarité des choses. Bien sûr, mais c'est très riche. Moi, ça m'est arrivé de collaborer avec des kinésiologues pour plusieurs patients, donc même pour des recherches pouvant allier la psychogénéalogie et la kinésiologie. Pardon. Alors Maria, on a une question de Françoise qui est très intéressante. Ouais. Que peut-on faire quand l'hypnose ne fonctionne pas sur soi? Alors justement, je voulais qu'on te parle d'hypnose, sachant que j'ai fait une petite formation en hypnose. Je pense qu'il y a des petites idées reçues à faire tomber. Oui, première idée reçue, c'est que ça n'est pas l'hypnose que l'on voit à la télé, où la personne est couchée, endormie, sous l'emprise
du thérapeute, on va dire ça comme ça, mais c'est pas du tout ça. Hein. Non, non. Avec moi, en tout cas, la personne, elle est debout, elle évolue dans la pièce et elle est... Puis au contraire, la conscience est même accrue. Enfin, on est dans un état où je trouve qu'on se sent encore plus conscient que l'état normal. Si tu veux. Ça dépend de la transe, ça dépend de sa profondeur, mais... Oui. Bah, disons que le patient, quand il est avec moi en hypnose ericksonienne appliquée à l'arbre, il est à la fois lui-même et à la fois l'aïeul. Les aïeux, puisqu'on traverse les générations jusqu'à remonter à celui qui a créé le problème, en fait. Donc, si tu veux appeler ça une supraconscience, pourquoi pas? Le patient est plusieurs consciences en même temps qu'il exprime et qu'il vit. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'à aucun moment il n'est endormi, à aucun moment il ne perd la mémoire. Il est toujours quelque part lui-même. Mais il y a une autre partie de lui-même qui est un aïeul, évidemment. Mais il se souvient de tout. Après l'exercice, il peut être capable pendant l'exercice de me dire, à un moment donné, subitement, non là, je suis beaucoup trop dérangée, ça me bouleverse trop, j'arrête. Bon, ben, je respecte. Ça m'arrive rarement. Parce que je m'arrange quand même pour aider la personne à aller jusqu'au bout. Hein. Mais sinon, elle peut tout à fait le faire. Elle a conscience de ça. Donc, ce qui veut dire que ça ne présente pas de danger, comme ce qu'on pourrait voir à la télé, allongé, endormi, voilà. Oui, qui est une hypnose agressive, mais qui est une hypnose qui a été créée pour ça aussi. Et qui, de toute façon, hein, a rendu un petit peu l'hypnose visible, qui est des Mesmer ou voilà, ce genre de personnages-là, des fascinateurs d'ailleurs, ils se font même pas appeler hypnothérapeutes, je veux dire, c'est deux choses très différentes. Oui, absolument. Oui. Donc, pour répondre à Françoise qui pense donc, que l'hypnose ne fonctionne pas sur elle. Alors ça arrive, oui, il y a des cas de figure, c'est environ 10%, hein, je trouve en ce moment un peu plus d'ailleurs, de personnes pour qui l'hypnose ne marche pas. C'est-à-dire que soit ils sont eux-mêmes en résistance, ils ont peur de ce qu'ils vont trouver, parce que ça peut être troublant, ça peut être perturbant, ou alors ils ont peur de la discipline elle-même, de l'outil hypnose. Soit ça peut être des mémoires familiales. Les mémoires familiales elles-mêmes qui estiment que la mémoire est trop lourde, ils n'ont pas envie d'en parler comme ça ouvertement. Ou alors ils estiment que le descendant qui va faire le travail de recherche est trop perturbé à ce moment-là, trop fragilisé par sa situation de vie et c'est pas la peine de lui en remettre une couche. Alors dans ce cas-là, oui, l'hypnose ne marche pas. Ben, je procède différemment. Mais ça n'est plus l'outil hypnose, c'est un autre outil que j'utilise. Alors moi, il me semble que l'hypnose, c'est même pas il me semble, c'est l'hypnose est un état que l'on vit et expérimente à longueur de temps, ne serait-ce que quand on est absorbé dans quelque chose et que notre état de conscience est modifié finalement. L'état hypnotique, c'est des états, pas l'état d'hypnose ericksonienne, enfin dans lequel on va effectuer une thérapie évidemment, mais juste l'état hypnotique, on le vit à longueur de temps. C'est une transe naturelle. Exactement. C'est un réflexe naturel qu'utilise le cerveau pour nous mettre en état de veille, en fait, parce qu'on n'a pas besoin d'être en état de veille en permanence. Il y a beaucoup de choses que l'on va faire de manière automatique, et dans ces cas-là, le cerveau nous met en mode veille. Pour Freud, lui, il avait observé que c'est 80% de notre temps qui est dans cet état-là, de transe, en fait. Donc on est à 20% en état de veille, d'éveil. Oui, ce qu'on appelle être dans la lune, finalement, c'est juste être en état d'hypnose. C'est ça, d'auto-hypnose. Freud disait à 80%. Erickson, qui est arrivé environ 50 ans après, lui, il a dit c'est pas 80, c'est 90%. Donc c'est quand même énorme. Tu imagines dans la journée, 90% de ta journée qui est en état de transe. Mais j'adore, moi. Bah oui. Donc il y a 10% où on est vraiment en état d'éveil absolu. Bien sûr. Mais je me sens complètement en transe quand je suis avec mes invités dans ce studio d'ailleurs, hein, et dans la concentration, dans la manière de bosser aussi. C'est pour ça que je veux jamais trop préparer mes émissions. Je préfère lire des choses sur mes invités plutôt que d'avoir des questions, parce que je veux absolument pas me focaliser sur des choses auxquelles j'aurais réfléchi avant, alors que je peux pas imaginer avant l'instant que je vais vivre avec eux après. Donc c'est bon. Dans ma manière de faire, en tout cas, je me sens complètement connectée à l'autre et c'est déjà une forme. La concentration est une forme d'hypnose. C'est une forme d'hypnose, oui, puisqu'elle nous déconcentre du reste. Voilà. Même chose pour un formateur, un animateur. Il est dans ce même état que tu évoques, où il est tellement concentré sur le groupe, sur le transfert du savoir, sur comment le dire, etc., qu'il est dans un état de transe. Il y a les ondes du cerveau qui se modifient, effectivement. Arrive la fin de la journée, le groupe est parti, bloum, là il y a un gros coup de fatigue.
Alors Françoise nous a renvoyé un message, elle dit qu'elle ne craint pas l'hypnose, au contraire, mais comme elle prend de la cortisone, elle pense que ça perturbe tout. Alors tout ce qui est... zut, j'ai oublié le terme. Tout ce qui est somnifère, antidépresseur, métabloquant, enfin tous ces médicaments qui vont calmer et inhiber le cerveau, effectivement, on ne peut pas travailler en hypnose pour ces personnes-là. On est obligé de faire autrement. D'où la situation des actes symboliques. Il faut que le psychogénéalogiste arrive à trouver l'histoire d'une manière ou d'une autre pour donner les actes symboliques qui correspondent. Avec les actes symboliques, voilà, c'est un état d'éveil normal, la personne va les faire et va défaire l'impact négatif de son histoire du départ. D'accord. Donc pour tous les gens qui prennent des médicaments, moi aussi j'ai oublié le nom. Voilà, tout ce qui est antidépresseur en général, tout ce qui soigne les dépressions. Donc comme ça vient perturber l'activité cérébrale, ça perturbe évidemment l'état naturel et hypnotique dans lequel on peut très vite se mettre lorsqu'on est face à une thérapeute ou même dans la vie en général. Alors, je dirais que c'est pas que ça perturbe le cerveau, parce que justement, c'est pour calmer la personne, mais c'est que l'antidépresseur va servir de paravent, de bouclier au cerveau par rapport aux émotions. C'est parce que la personne est trop fragilisée à un moment donné de sa vie, elle ne supporte plus ne serait-ce que la moindre émotion, ça la met complètement au lit, HS, etc., que l'antidépresseur va venir pour la faire dormir déjà, calmer le cerveau et faire en sorte de la déconnecter de ses émotions. Pendant ce temps, ça peut durer 3 mois, ça peut durer 6 mois, la personne est déconnectée de ses émotions, mais elle continue à vivre. C'est ça que permet l'antidépresseur. Alors, tout, c'est de ne pas en prendre pendant 30 ans, parce que sinon, il y a un vrai problème de fond à traiter. Mais il y a des moments dans la vie qui sont tellement durs qu'on aurait du mal à s'en relever. Donc bien sûr, là, l'antidépresseur, oui, là, ça peut aider. Effectivement. Mais alors, si on veut faire l'hypnose, moi, je me sers de l'outil hypnose ericksonienne, mais en travaillant sur le matériau émotion. Voilà. L'hypnose ericksonienne me permet de squeezer le conscient de la personne, évidemment avec son accord, de squeezer le conscient de la personne, de squeezer aussi son inconscient individuel et d'aller directement à l'inconscient familial. C'est ce que ça permet. Mais guidé par l'émotion négative. Or, si je me trouve avec un antidépresseur qui fait bouclier, qui dit non, pas d'expression d'émotion négative, on ne peut rien faire. C'est pour ça, on ne peut pas parler de perturbation du cerveau, c'est simplement qu'il y a de la chimie qui est là pour ça, c'est pour arrêter les émotions. Et moi, je travaille avec les émotions, donc je ne peux pas faire. Alors, quand la personne me dit qu'elle prend des antidépresseurs ou des somnifères, je dis on va procéder différemment, c'est pas un problème pour moi. On fait autrement. Mais le tout, c'est de le savoir au départ pour ne pas perdre de temps. Bien sûr. Puis si les gens, après les années qui suivent, effectuent un sevrage de ces médicaments, là, il est toujours possible de travailler sur ces problématiques ? Oui, bien sûr. Bien sûr. En général, c'est ce qui se passe, parce que comme le mal-être disparaît, d'eux-mêmes, ils n'ont plus envie de continuer à prendre les médicaments. Donc, ils voient avec le psychiatre qui les a prescrits pour les réduire. Et, parce que c'est difficile d'arrêter un antidépresseur comme ça d'emblée. Ah, mais c'est même très dangereux. Et il me semble que c'est absolument pas recommandé, parce que ça peut créer des AVC. Ah oui, absolument. Pour ça, il faut faire très attention. Il faut continuer d'être accompagné par le psychiatre pour réduire les doses. Mais ça, c'est sûr. Mais je pense que tout ce qui semble trop brutal n'est pas forcément bon. C'est comme les gens qui veulent arrêter une drogue ou du jour au lendemain. Je suis pas sûre que ce soit toujours les meilleures solutions. C'est très dur. Parfois, on a comme ça un élan. On se dit, ça y est, je me sens comme plus fort, en fait. Je peux me détacher de ces béquilles-là. Mais ça peut revenir, je veux dire, des coups durs, on en a. Et il vaut mieux que ce soit accompagné dans une forme de durée, et que ça perdure ensuite. Absolument. Plutôt que ce soit brutal, mais qu'on y replonge tout de suite dedans lorsqu'on se retrouve face à quelque chose de difficile. Oui, dans la durée, c'est pérenne. Lorsqu'on y va doucement, c'est beaucoup plus pérenne que lorsqu'on y va avec un bulldozer. C'est certain. Ça, c'est pour ramasser les morceaux après. Bon, alors ma chère Maria, je ne sais pas si tu voulais conclure l'émission sur une autre petite information, je sais pas, autour des stages. Tu es donc régulièrement présente à Paris, mais évidemment les auditeurs sont dans toute la France. Sinon, tu reçois en consultation dans d'autres villes ? Je reçois en consultation une fois par mois à Paris, où j'y suis pendant une semaine. Sinon, je reçois également chez moi, donc dans le sud-est. Les 3 autres semaines. À Molégès, c'est à 20 minutes d'Avignon, pour situer un petit peu. Et sans quoi, je propose des stages également. Donc, le prochain aura lieu sur Paris en octobre et novembre, parce que c'est 2 week-ends, sur l'hypnose ericksonienne, justement. Donc, c'est
Je propose de découvrir l'hypnose ericksonienne à travers des exercices, de la théorie évidemment, c'est très pratique. Super. Donc on retrouve toutes les informations sur ton site internet, donc l'adresse www.maria-dolores-sanchez.com. Les auditeurs, s'ils souhaitent te contacter, sur quelle adresse mail peuvent-ils le faire? Maria Dolores tout attaché @sfr.fr. Super. Alors, on rappelle que notre première émission est disponible en podcast, donc Voyage au pays des aïeux, que ton ouvrage est toujours disponible aux éditions Jouvence, donc voilà, qui porte le même titre. Les stages, je pense qu'on trouve toutes les informations. Si on veut se tenir au courant finalement de l'actualité de Maria Dolores, on se rend sur le site tout simplement. Oui, mon site est remis à jour régulièrement. De plus, je précise que je fais des conférences, mais ça peut être aussi à la demande de particuliers, ça peut être à la demande d'associations, où on me demande de venir. J'ai beaucoup de thèmes autour de la psychogénéalogie, mais des thèmes beaucoup plus précis. Comme justement avoir un enfant, être père, être mère, ça signifie quoi, les histoires des amours, etc. Donc ça, je peux le développer sur demande à certains endroits en France. Finalement, une sorte de réunion de Tupperware, mais version psychogénéalogie. Exactement. Avec Maria. Mais c'est toujours très convivial. Hein. Idem pour les stages, pareil. On peut me demander d'en faire du moment que les groupes sont constitués. Moi, c'est pas un problème, je me déplace. En tout cas, encore une fois, merci pour ta présence et pour ton rire. Apparemment, les auditeurs t'ont fait des retours très positifs. Ils aiment. Moi aussi, j'aime beaucoup ce rire. Il est très plaisant, il fait beaucoup de bien. Et donc, Maria, pour les auditeurs qui seront présents pour la soirée du 19 septembre au Théâtre Adyar, donc voilà, toutes les informations. J'en ai déjà parlé ce matin pendant le direct, donc je vais peut-être pas vous rabâcher ça à longueur de journée. Mais j'y serai. Mais en tout cas, voilà, Maria Dolores sera présente, donc vous pourrez la rencontrer au moment du cocktail. Oui, absolument. Voilà, une super soirée qu'on est en train de préparer. On est en train de vous faire des surprises incroyables, chers auditeurs. Donc, ne ratez pas cet événement. Merci Maria pour tout, Nathalie. pour ces informations. Et puis on se revoit très très bientôt. Absolument. Merci chers auditeurs et à bientôt. Merci aux deux auditrices. Merci à Peggy, merci à Françoise. Et puis on vous embrasse très fort. Oui, en effet, à très bientôt.